Pour le bouton de la modale, on met sauvegarder ou confirmer? Je ne sais pas quel label choisir pour ce paramètre. Sur le formulaire, il faut un bouton de sauvegarde ou c'est en autosave? Et dans les API, il s'appelle comment ce statut? On ne s'est pas déjà posé ces questions la semaine dernière? Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Cette situation, vous avez souvent l'impression de vous poser les mêmes questions. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va vous parler des solutions qu'on a mises en place chez Miracle pour éviter ces situations dans un contexte d'hypercroissance et de redesign produit. Je m'appelle Anaïs Delgado, je suis Product Design Team Lead chez Miracle. Je travaille avec mon équipe sur l'expérience et les interfaces utilisateurs de nos produits. Et je suis Mathilde Gauthier, bonjour à tous. Je suis Product Manager chez Miracle depuis 2 ans. Et mon rôle, c'est de développer des nouvelles solutions pour répondre aux besoins de nos clients. Et moi, c'est Sabine Berland. Je suis Product Content Manager chez Miracle également. Product Content, une discipline peut-être qui peut vous interpeller. Donc, c'est tout ce qui concerne le contenu relatif au produit. Donc, la documentation, on pense en priorité, l'aide en ligne, mais également la description des API, la revue de ces API et aussi les textes d'interface. Je bloque sur le texte d'interface, on rentre un peu dans le vif du sujet directement. Donc laissez-moi revenir en quelques mots sur ce qu'est Miracle et quelle est son activité. Donc Miracle, c'est le cœur de la plupart des marketplaces. Donc on parle de commerce en ligne ici. Donc ce qu'on fournit, c'est une plateforme SaaS à nos clients pour permettre de développer un commerce en ligne. Donc d'onboarder assez facilement des vendeurs et puis du coup on s'adresse dans le B2B et le B2C. B2C c'est peut-être plus facile à cerner. Je pense que vous avez tous expérimenté, c'est des clients comme vous, comme moi qui allons faire le shopping en ligne. On a par exemple comme clients Maison du Monde, Carrefour, Decathlon, un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde. Côté B2B, c'est des professionnels qu'on va mettre en relation les uns avec les autres. Par exemple, Coca-Cola ou Airbus. Les professionnels vont mettre en ligne sur la plateforme les pièces détachées pour alimenter les chaînes de production d'autres opérateurs. Donc Miracle, c'est la techno, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi l'expertise et l'écosystème qui va avec. Et on accompagne nos clients dans leur transformation numérique. Ce sont, de ce fait, des milliers d'utilisateurs au quotidien, partout dans le monde. Mais avec les milliers d'utilisateurs, on a un gros enjeu. Ce sont aussi des millions de commandes à gérer au quotidien. Il ne faut pas que la plateforme plante et elle ne plante pas. La transformation numérique, c'est vraiment quelque chose d'assez actuel. C'est en plein développement, en plein boom. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Et donc, pour nous, ça s'accompagne de challenges et d'une forte croissance. Miracle s'est donné les moyens d'atteindre ses ambitions, de pouvoir répondre au maximum à ses clients et à tous leurs besoins. Et de ce fait, on a beaucoup recruté ces derniers temps. Donc pour ma part, j'ai rejoint Miracle il y a 6 ans. On était 70 personnes. C'était une petite start-up. Tout allait bien. Tout va toujours bien, je vous rassure. Mais aujourd'hui, c'est plus de 800 personnes, 800 collaborateurs de par le monde. Donc en 6 ans, on a connu une très forte croissance. Et du coup, ce sont plein de challenges qui s'accompagnent avec cette forte croissance. Donc nous avons le challenge d'onboarder tous nos nouveaux collaborateurs. Il faut qu'ils puissent s'adapter à la culture s'approprier la culture d'entreprise, s'adapter au process de l'entreprise, mais il faut effectivement aussi qu'ils puissent bien comprendre le produit. Le produit est assez complexe de par sa richesse et sa flexibilité. On répond à beaucoup de cas d'utilisation et donc il faut que nos consultants soient capables de comprendre le produit de A à Z, que notre département Labs, la R&D, soit également en mesure de comprendre tous les impacts et toutes les interactions qu'il y a entre chaque fonctionnalité. Donc on a grandi très vite. Et effectivement, on va vous montrer, donc là je vous parlais d'un petit peu tous les collaborateurs. L'idée maintenant, c'est de zoomer sur l'équipe produit. Donc l'équipe produit, attendez, pardon, je me suis trompée de côté. Hop. Voilà, l'équipe produit, elle aussi, a scalé énormément. Sur ces 3 dernières années, elle a triplé. Et donc, elle triple et il faut pouvoir accompagner
cette équipe qui grossit. On a été beaucoup en mode start-up jusqu'à présent. Les priorités étaient distribuées dans les équipes selon les affinités, les disponibilités des uns et des autres. On continue à travailler en mode agile, mais par contre, on rythmait sur des roadmaps trimestriels. Un peu un mode service desk qui permet d'aller très vite, c'est-à-dire celui qui est disponible va pouvoir être là pour répondre aux besoins de développement, et du coup, tout à chacun, on était assez polyvalent sur le produit, et donc on pouvait, on avait un large scope fonctionnel finalement à maîtriser et à acquérir. Ça marche bien, ça nous a permis par exemple sur cette année, juste sur les 3 premiers trimestres déjà, de sortir plus de 170 fonctionnalités. Ça va bien, ça va vite, mais ça va même très vite. Et oui, et parfois ça peut même aller un peu trop vite. Donc cette structure très agile où tout le monde intervenait à tout moment du cycle de développement produit, c'est ce qui nous a permis de croître. En fait, je suis pas du tout dans le bon sens. Hop là. C'est dur les clickers en fait. Hop là. C'est l'effet des mots. J'ai l'habitude. Hop là. Donc effectivement, ça nous a permis en fait d'avoir les succès qu'on a eus. Mais en fait, ce mode qui nous permettait d'aller vite faisait que parfois on voulait aller trop vite. Et cette structure avait quelques inconvénients qui sont devenus de plus en plus évidents au fur et à mesure que plus de collaborateurs nous rejoignaient et que notre spectre fonctionnel s'étendait. Donc pour vous donner quelques exemples de nos irritants, du côté de l'équipe d'Anaïs au design, l'irritant principal, c'est qu'il y avait un manque de guidelines concrètes et partagées par tous. En fait, c'est principalement un problème d'outils. Le design system était un peu vieillissant, il comportait des contraintes techniques, donc il s'agissait de le mettre à jour. Par ailleurs, côté content, donc dans l'équipe de Sabine, l'irritant principal, c'était qu'on venait solliciter l'équipe content toujours en bout de ligne quand il s'agissait de nommer des concepts dans l'application. Donc ça veut dire que le content writer, il avait un temps très limité pour faire ses benchmarks, trouver le bon nom de feature, la bonne traduction, et c'était en fait cette impression de toujours être en retard. Et enfin, de mon côté produit et tech, l'irritant c'était que on changeait souvent de décision en dernière minute, et c'est jamais très agréable. Parce que parfois, en fait, pour éviter des incohérences, juste avant de shipper la fonctionnalité, on allait défaire ce qu'on a fait pour le refaire, et parfois on allait retarder notre go live pour des petits détails. Mais en fait, un comportement qui va pas bien, un naming qui est pas compréhensible, c'est pas un petit détail parce qu'on peut le payer cher une fois que c'est en prod. Donc, tous ces petits irritants, ça veut dire que souvent, on se retrouvait dans cette situation, c'est-à-dire le rush. C'est le bazar. Qui est-ce qui est dispo? S'il vous plaît, help. Donc, à ce stade-là, notre enjeu, c'était de conserver notre agilité sans qu'elle devienne chaotique. En fait, on s'est rendu compte que tous les petits cailloux qu'on avait dans nos chaussures en interne, ils pouvaient apporter des risques en externe. Et on voulait absolument les éviter. Le premier risque, c'était que notre produit perde en cohérence. On est de plus en plus à travailler sur des périmètres qui sont de plus en plus différents. Si on vient vendre une fonctionnalité à un client sous un terme, qu'on le documente d'une façon différente, qu'il est encore différent sur l'interface, on a perdu le client. Et en fait, Sabine l'a expliqué, notre logiciel, il est utilisé par des centaines de places de marché au quotidien, par des milliers de vendeurs. S'il y a une incohérence sur, par exemple, importer son catalogue de produits, gérer une commande, ça peut vraiment impacter les revenus des vendeurs et nous indirectement. Et par ailleurs, ça pouvait potentiellement vraiment faire monter les coûts de support qu'on pouvait avoir. Donc à éviter. Et le deuxième risque potentiel qu'on avait identifié, c'est que on est beaucoup de gens à travailler sur beaucoup de projets, mais finalement nos features sont pas forcément adoptées, peu ou pas adoptées, parce que pas accessibles.
S'il y a des incohérences un peu partout et qu'il faut 3 pages de documentation pour expliquer une fonctionnalité, bah, c'est un fail pour l'expérience utilisateur. Nous, ça nous coûte. Et c'est aussi un peu un cadeau empoisonné pour les équipes d'enablement. L'enablement chez Miracle, c'est les équipes de sales et de consulting qui sont en direct avec les clients pour faire adopter nos nouvelles fonctionnalités. Donc, à ce stade-là, en fait, c'est pas qu'on n'arrivait plus à travailler ensemble, c'était pas du tout le cas, c'était plus qu'au regard de notre taille, il fallait qu'on trouve la bonne structure, les bons process et surtout les bons outils pour gérer cette hypercroissance et arriver à parler d'une seule et même voix du moment où on vend la fonctionnalité jusqu'à ce que l'utilisateur l'utilise. Donc, on a commencé par se réorganiser. Donc, ce qu'on a fait, c'est sur tous nos différents produits, on est venu, je vous laisse le temps pour les photos, on est venu en fait découper nos produits par domaine fonctionnel. Donc, un exemple de domaine fonctionnel, la commande, le catalogue, le setup de la plateforme. Et on s'est organisé en squad. Donc, une squad chez Miracle, c'est un product manager et une équipe tech. Et on est venu calquer ce mode de squad sur les équipes content et design. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, on a environ un designer et un content writer dédiés pour 3 squads. Et ça veut dire qu'on a toujours le même interlocuteur. Donc, on est passé du mode agence ou service desk dont Sabine parlait à un mode one-one. Et on apprécie beaucoup ce mode. Premièrement, parce que ça permet à tout le monde de développer une certaine expertise, d'aller en profondeur dans les concepts, d'avoir un peu des automatismes au quotidien. Mais aussi, et là ça relève vraiment de l'agilité, c'est que vu qu'on travaille toujours toutes les mêmes personnes ensemble, on est en mesure de faire des rétros sur nos process, de vraiment développer nos routines de travail ensemble, et c'est hyper appréciable. Et puis ça veut pas dire qu'en fait on est coincé là dans un domaine fonctionnel. Il est carrément prévu dans nos parcours de carrière si on veut changer de domaine, si on veut changer de squad, c'est tout à fait possible et tout est ouvert. Donc ça c'est pour la structure, et on est aussi venu un petit peu retravailler nos process. Donc, on a mis à plat tout le process de création de produits qui est plutôt classique. On va du discovery jusqu'au delivery. Et on a pris ce process et on est venu faire un RACI. Alors, je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà fait l'exercice du RACI. Ouais, c'est jamais une partie de plaisir. Mais c'est vraiment un exercice qui est fastidieux mais absolument nécessaire, parce qu'il permet vraiment d'avoir une matrice des rôles et des responsabilités de chacun à toutes les étapes. Et pour nous, dans une phase où on était en train de recruter à fond, ça veut dire que n'importe quel collaborateur, même dès son premier jour, sait qu'est-ce qui est attendu d'il ou elle à quel moment du cycle de développement produit. Donc, je vais vous parler un petit peu de la façon dont notre trio design, produit et content travaille à chacune de ces étapes pour concrétiser un peu ça. Donc, notre première étape, c'est le discovery. Donc, à ce moment-là, le product manager va venir collecter tous les insights des clients pour définir la problématique qu'on cherche à résoudre. Et également mettre en face la valeur business qu'on cherche à aller créer. Et ça, en général, on va faire un kick-off avec le design et le content pour s'aligner, être d'accord sur l'objectif, ce qu'on cherche à résoudre. Et ce kick-off, c'est aussi un moment qui est très important pour que chacun puisse jauger l'étendue du chantier. Donc côté design, à quels écrans on va venir toucher? Est-ce qu'il y a des nouveaux écrans à développer? Côté content, est-ce que on développe un tout nouvel usage et il faudra faire du benchmark, ou c'est de l'amélioration de quelque chose d'existant, etc., etc. Donc très important cette phase pour se mettre un peu d'accord sur ce qu'on fait et a priori prévoir la charge de travail. La seconde étape, c'est la définition de solutions. Donc en général, on va avoir plusieurs solutions possibles. Et là, on réfléchit à des parcours sur l'interface utilisateur, mais également des parcours sur l'API. Donc pour les parcours sur l'interface utilisateur, l'équipe design va maqueter différents parcours. Et à ce stade-là, il y aura toujours une passe par un content writer sur ce qu'on appelle les microcopies, donc tous les textes de l'interface.
Et ça, c'est assez chouette parce que ça nous permet de faire des tests utilisateurs où on va tester nos parcours, mais aussi la compréhension des concepts. Souvent, c'est quelque chose qu'on avait qu'en bout de ligne, on se disait « Ah ben mince, l'utilisateur, il comprend pas ce qu'on veut lui dire ». Là, ça nous permet de voir tout ça bien en amont. Sur les parcours par API, donc ça, c'est plutôt le product manager et l'équipe tech qui vont les voir ensemble. Et on fera pareil, toujours une passe avec le content writer pour s'assurer que les labels des API, il n'y a pas de faute d'anglais, que ça veut dire quelque chose et qu'on ne va pas faire d'overlap avec des concepts existants. Donc ça, c'est pour la phase de définition. Et quand on est sur une fonctionnalité vraiment importante, c'est-à-dire qui va transformer des usages ou des fonctionnalités qu'on va venir monétiser, on peut à ce moment-là faire une passe aussi avec le product marketing pour s'assurer qu'on a un nom qui marche aussi bien en vente que dans l'interface utilisateur. Donc ça, pareil, hyper important pour la cohérence de la vente jusqu'à l'utilisation. On passe maintenant à la phase de développement. Donc l'équipe tech est prête à coder ce qu'on veut faire. Et ce qui a été hyper structurant pour nous, c'est de se mettre d'accord sur une seule définition du Ready for Dev. La définition de c'est prêt à être développé, c'était à la base très différent en fait d'une équipe tech à l'autre, d'un PM à l'autre. Donc on a listé tout ça pour le clarifier. Je ne vais pas toutes vous la faire, mais ce qui est important de savoir, c'est que pour que ça puisse partir en dev, les maquettes sont terminées avec tous les cas nominaux et d'erreurs. Les labels, toutes les microcopies ont été validées par le content writer et tout est sur la maquette. Le développeur se base sur la maquette, il n'a pas plusieurs endroits de référence. Et par ailleurs, le designer va mettre à disposition du développeur ce qu'on appelle un développeur handoff, donc un fichier où voilà, il y a tout, les paddings, les comportements détaillés, les espacements. Et ça, ce qui nous permet de le faire, c'est notamment notre nouveau design system dont Anaïs va vous parler un peu plus tard. Et enfin, on arrive sur la phase de delivery. La feature est codée, elle va bientôt pouvoir partir en prod. Donc on a un process qualité assez poussé chez Miracle, il y a plusieurs passes de code review, il y a de la quality insurance, donc de la QA. Mais il faut savoir que pour toutes les fonctionnalités qui touchent à l'interface utilisateur, il y aura systématiquement un PM acceptance, mais aussi un designer acceptance. Pareil, au moment de la QA et de la PM acceptance, on va vérifier chacune des microcopies. Donc c'est un peu le jeu des 7 erreurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de typo, tout est OK. À cette étape-là, au produit, on a une phase de collaboration assez poussée avec l'équipe content pour aussi documenter la fonctionnalité. Donc le content writer va l'écrire, le PM va la revoir et un autre content writer va venir le valider pour s'assurer que c'est bien fait dans l'état de l'art. Et enfin, à l'étape de delivery, on peut parfois faire des communications dans l'application. Et là encore, notre trio bosse ensemble pour définir le message, le visuel, mais aussi programmer la communication. On a un calendrier partagé pour éviter que les 4 squads qui communiquent en même temps et que l'utilisateur soit bombardé de nouveautés à tester dans l'application. Donc voilà un peu tout notre process et comment on travaille ensemble. Bon, il manque un peu les flèches parce que bien sûr on réitère, on fait de l'amélioration continue, mais vraiment de clarifier nos rôles et ce qui est attendu de chacun à chacune de ces étapes, c'est ce qui nous a permis de travailler un peu plus comme ça, c'est-à-dire en rythme et en équilibre. Et notre objectif, c'est que ce hula hoop, il tombe le moins souvent possible. Donc voilà pour nos structures, nos process, et on va vous expliquer un peu maintenant les outils qu'on a mis en place pour arriver à un peu mieux se synchroniser à chacune de ces étapes. Comme l'a dit Mathilde, le plus gros challenge, c'était donc de parler d'une seule et de même voix. Et pour ça, on a commencé par la base. Il y a 1 an, on s'est relancé dans le redesign de toutes nos plateformes avec un nouveau design system de zéro. Ça faisait 10 ans que notre ancien design system, notre produit était live et notre ancien design system, il commençait à devenir un peu vieillissant. La gouvernance, elle était de plus en plus compliquée à gérer. Et donc, naturellement, il y a une dette de design et une dette de front qui commençait à s'accumuler. Et donc, il était temps de repartir sur des bases saines pour pérenniser le travail de toutes les équipes.
Ce nouveau design system, il avait pour but déjà de continuer à permettre au produit à croître efficacement, tout en apportant de la cohérence sur tous nos produits, retrouver des concepts UX qui sont similaires d'une plateforme à une autre. En tant que designer, ça nous permet aussi de nous focaliser beaucoup plus sur l'expertise et la recherche, par exemple, les tâches à haute valeur ajoutée, et moins sur le craft des maquettes. Ne plus avoir à toujours se poser les mêmes questions sur le type de composants à utiliser, la couleur des boutons, etc. Et enfin, le plus gros avantage de ce nouveau design system, c'était de fournir à toutes les équipes un framework commun de travail pour qu'on puisse travailler efficacement et sereinement, avoir des patterns d'utilisation et des guidelines vraiment communes. Ça a été faire un design system, c'est vraiment un travail d'équipe, et c'était vraiment notre première étape de travail ensemble. Les composants, les guidelines, etc., elles ont été construites en collaboration avec l'équipe Product Design, évidemment, mais aussi l'équipe Front-End et l'équipe de Sabine, l'équipe Content Writer. Une fois que la machine de ce nouveau design system elle a été lancée, ça nous a permis de passer à notre deuxième grande étape, qui était de mettre la microcopie au cœur de l'expérience utilisateur. Donc, comme vous l'a expliqué Sabine, la microcopie, c'est les textes qu'on va retrouver sur les interfaces produits. Et chez Miracle, on a toujours été convaincus de l'importance des mots et de l'importance de l'UX writing, mais l'ownership de sujet, il n'était pas toujours bien défini. Et souvent, ça arrivait en fin de parcours design et on remettait parfois en question les maquettes, les choix des composants qui ont été faits en amont. Donc concernant l'ownership, nous, ça nous a paru évident que ce soit l'équipe content qui garde le sujet en main. Mais du coup, la question s'est posée de comment travailler mieux et plus efficacement entre product designer et product content. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que ces deux métiers, ils se basent sur des expertises très similaires. Les deux équipes ont une connaissance très vaste des produits, de nos produits, parce que ce sont des équipes complètement transverses. Et là où le designer il va pouvoir faire de la user research, le content writer, lui, va pouvoir faire de la recherche terminologique. Là où le designer va s'occuper de l'ergonomie, le content writer va pouvoir s'occuper de l'architecture de l'information, etc., etc. Du coup, l'idée, c'était vraiment de réintégrer le content à chaque étape. Donc là, on voit le fameux process double diamant que vous connaissez sûrement. Et donc, du coup, de réintégrer le content à toutes les étapes du process design. L'idée, c'est qu'on n'attend pas du designer qu'il fournisse l'expérience finale à la première itération. C'est au fil de l'eau que l'expérience va s'améliorer et qu'à la fin, on a la parfaite expérience utilisateur. Et du coup, ça nous paraissait complètement normal que côté content, ce soit similaire. Jusqu'à maintenant, on demandait l'aide au content writer à la fin et on leur disait, bah voilà, les maquettes sont prêtes, est-ce que tu peux m'aider à peut-être des nouvelles tournures de phrases, etc. Alors que le content writer, il n'avait pas vraiment tout le contexte du projet, de la feature, et donc c'était compliqué. Une fois qu'on s'est dit, c'est important de réintégrer le content à toutes les étapes, il a fallu qu'on réfléchisse aux outils qu'on allait utiliser. Naturellement, on s'est tourné vers Figma puisque c'était l'outil utilisé par les product designers sur lesquels on crée les maquettes. Et on a commencé par créer un template de projet avec différentes pages et sections. Et l'idée, c'était de pouvoir centraliser toutes les informations nécessaires depuis un même endroit. On a aussi défini une nomenclature au niveau des pages pour que chaque produit, que chaque équipe, que ce soit produit ou dev, puisse s'y retrouver et connaître l'avancée du sujet. Ensuite, il a fallu accompagner l'équipe content dans la prise en main de l'outil. La prise en main de Figma, de notre design system, comment fonctionnent les composants, les overrides, etc. Et chez Miracle, on utilise aussi la technique des slots. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est une technique qui consiste à créer des slots dans des gros composants qu'on va venir après surcharger avec d'autres composants et qui nous permettent de gagner du temps en itération, d'éviter à devoir détacher des composants, etc. Et ça permet également au content writer de modifier, d'éditer la microcopie à un seul endroit et que ça se répercute sur tous les écrans du projet.
Du coup, vous avez compris, plusieurs personnes qui travaillent sur un même projet, ça peut être compliqué sur les mêmes écrans. En même temps, ça peut vite devenir un peu un cauchemar. Et donc pour ça, on s'est mis à utiliser les branches de Figma. Non, va dans les... Là. Clique. Non, c'est le biais. Désolée. Ah non. Les joies du direct, de l'effet démo. C'est parfait. Hop. On va redescendre par là. Du coup, on s'est mis à utiliser les branches de Figma. Et comment on a utilisé ces branches Du coup, après la phase de discovery faite en trinôme entre PM, design et content writer, comme l'a expliqué Mathilde, le designer va commencer à travailler sur des wireframes ou des écrans basse fidélité. Une fois qu'il a assez avancé dans son sujet, le content writer, lui, va pouvoir créer une branche dans laquelle il va commencer à éditer la microcopie. Et quand je dis éditer la microcopie, c'est pas uniquement remettre des S là où on en a oublié ou revoir la structure grammaticale. C'est aussi faire le travail en binôme avec le designer pour lui proposer une meilleure utilisation de certains composants. Par exemple, rajouter un help text au niveau d'un champ de formulaire qui serait potentiellement mal compris. Ou rajouter une petite bannière d'information pour certaines fonctionnalités un peu plus complexes à prendre en main. Une fois qu'il a commencé à travailler sur ça, on fait une première phase de validation, toujours à 3, et on va merger les branches. Et ensuite, le designer va pouvoir continuer à itérer, à aller sur des mock-ups un peu plus hi-fi. Encore une fois, le content writer va pouvoir créer sa branche, remodifier un peu le contenu, etc., pour qu'à la fin, on fasse un final merge qui soit en gros une validation de l'expérience utilisateur au global, à la fois le parcours, à la fois la UI, mais aussi le contenu des maquettes. Du coup, il y a plusieurs avantages à faire intervenir le content writer le plus tôt possible dans le process. Déjà, ça lui permet à lui de comprendre la fonctionnalité dans son ensemble, d'avoir tout le contexte pour travailler au mieux sur la fonctionnalité et sur la microcopie. Ça permet au designer d'avoir très rapidement du contenu réel et pouvoir adapter la UI en conséquence en utilisant les bons composants pour le bon contenu et pas l'inverse. Et enfin, du coup, fini le faux texte dans les maquettes, on a directement du contenu intelligible qui va nous permettre de vraiment s'approprier la fonctionnalité et l'expérience. Et très rapidement, on va pouvoir organiser des phases de test. Une fois toutes ces choses mises en place, naturellement, la question d'un content system, en parallèle à notre design system, est venue à nous. Et je laisse du coup Sabine vous en dire plus. Effectivement, donc vous l'aurez compris, le contenu est vraiment présent à tous les... est vraiment présent dans le process de création du produit. Donc il est important de mettre en place finalement des références pour qu'on puisse alimenter les collaborateurs et qu'on arrête de se poser le genre de questions que vous avez pu voir en intro qu'Anaïs nous posait. Donc oui, la microcopie, ça par exemple, vous pouvez peut-être la connaître sous le nom de label ou strings aussi dans certaines entreprises. Donc avant de pouvoir centraliser finalement le contenu et le design, voilà le genre de situation auquel on pouvait se trouver confronté. Je vous laisse prendre connaissance des différentes modales. Et à votre avis, qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quelque chose de satisfaisant? Non? Ah, j'entends des noms quand même, c'est bien. Qu'est-ce qui va pas?
ce qui pose problème. Effectivement, oui, j'entends. On a des différences de couleurs. On a du rouge sur le bouton d'action principal, on a du bleu, on a des différences de taille, on a des différences de wording aussi, donc les mots. Quand on rentre dans le détail, donc rien qu'au niveau des titres, on voit une différence de ponctuation. Quand on rentre dans le détail du help text, on voit qu'on a différents termes là aussi. Donc des termes, c'est pas forcément un concept hyper du jargon, quoi. Ça peut être par exemple la différence entre, si ça marche, changes, edits, de quoi on parle exactement. Et au final, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à l'utilisateur ici ? C'est assez simple, on veut lui dire que attention, t'as pas sauvegardé tes modifications, tu risques de les perdre. Donc le message, il est clair, il est simple, il est unique. Simplement, on a 4 façons de le dire différentes là. Donc on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, le client, l'utilisateur va pas le voir, c'est sur différentes pages à chaque fois. Oui, bien sûr, il verra pas tout d'un coup comme ça. Là, on les a mis à plat exprès, bien sûr. Simplement, eh bien, ça a un impact aussi business, l'air de rien. Donc ça a un impact côté utilisateur, finalement, parce que bon, quand on voit un bouton rouge, on y réfléchit à 2 fois avant de cliquer dessus. Est-ce que dans ce cas-là, faut qu'il soit rouge ou faut qu'il soit bleu? Et puis, côté business, en fait, c'est que l'interface de Miracle, c'est 24 langues. On l'a traduit dans 24 langues. Donc juste, ces 4 petits mots, ces 4 petits textes, c'est déjà 280 € de traduction. C'est pas grand-chose. Ok, on en parle de 4 là. On a 10 000 microcopies dans l'interface. Je vous laisse faire le calcul. Donc bien sûr, le content system s'est imposé à nous pour limiter ces coûts inutiles pour l'entreprise, et c'est là où en fait on va venir en complément du design system, un add-on finalement au design system, pour expliquer comment utiliser tel ou tel texte, quel pattern. On a des patterns qui se définissent assez facilement, on le voyait précédemment quand même, mais on va pouvoir tout centraliser en un seul et même endroit et accompagner chaque composant du design avec des recommandations sur le contenu. Donc, on vient en complément du design system parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une seule et unique source de vérité, qu'on arrête de se poser ces questions partout, et puis qu'on ait tout à un seul et même endroit, que ce soit facile, utilisable aussi pour nos collaborateurs. Une espèce de single spot où tout le monde va trouver les réponses à ces petites questions qu'on n'aime pas forcément se poser et qui sont récurrentes en général. Une référence, c'est pratique, ça met fin à beaucoup de discussions très rapidement en général. Et ça va permettre aussi de rendre plus autonomes nos content writers, plus efficaces, autonomes aussi les designers et les product managers, parce que bon, on parle de fonctionnalités, mais toutes les fonctionnalités ne passent pas nécessairement par la phase de discovery. On va, si on a besoin de rajouter une modale ou de compléter une fonctionnalité qui est déjà bien en place, on n'a pas forcément besoin de faire toute la grosse recherche du discovery pour développer le contenu, et pour autant, il faut qu'on aille vite et il faut le faire. Ça reste indispensable pour l'expérience client. Donc, pour rappel, le design system, je pense que vous connaissez à peu près tous, vous avez compris le principe. Hein. Donc, on a une librairie avec des composants qu'on va retrouver dans l'interface. On va retrouver les guidelines sur comment utiliser ces composants, quelle marge, quel padding, quel pixel, quelle taille, etc. Et le langage visuel, quelles icônes, quelles illustrations mettre en place. Côté content system, on vous parlait de compétences similaires déjà tout à l'heure. Là, on s'y retrouve aussi. Côté content system, et finalement, on va retrouver pareil, une librairie avec toutes les chaînes de microcopies du produit et des guidelines qui expliquent comment la rédiger. Donc, ça nous permet aussi d'anticiper ce genre de questions qu'on pouvait avoir tout à l'heure où, comme l'expliquait Mathilde, on a une API qui est développée, puis finalement dans l'interface utilisateur c'est encore autre chose. Donc pour la facilité de prise en main du produit, c'est pas l'idéal. Ça permet également de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour chaque rôle, chaque discipline. Donc la théorie c'est bien joli, mais comment ça se passe concrètement? Donc je vais vous faire un petit focus sur 08. Donc 08 c'est un système qui permet de créer des collections de composants et de normes qui s'intègrent avec des design systems, des outils de design, pardon. Et donc en fait c'est sur 08 qu'on a basé notre design system. Donc tout naturellement c'est dans 08 qu'on a rajouté les informations sur le contenu.
Ce qui fait que maintenant, quand on arrive dans 08, on a la liste de nos composants, la façon de les utiliser dans le design et une partie contenu, comment ça fonctionne. Je vais faire un petit focus vite fait sur l'illustration en fait que vous avez là pour vraiment rendre la chose très concrète. On voit qu'on a, essayez de voir, c'est une page vide, c'est l'empty state, la fameuse page vide. La page vide, personne n'aime ça dans un produit logiciel. Une page vide, c'est un fail où il y a quelque chose qui se passe pas, c'est un produit non utilisé. Donc on n'en veut pas de la page vide. L'idée c'est d'inciter l'utilisateur à la remplir. Parfois l'utilisateur il y est pour rien. La page est vide parce qu'il n'a pas encore de contenu pour remplir cette page. Par exemple, si on prend notre vendeur, qui n'a pas encore créé de commande, qui n'a pas encore reçu de commande, ce sera vide. L'idée c'est de pouvoir le rassurer, qui panique pas, qui continue son flux de travail normal, et donc on aura un petit help text qui dira bon bah ce sera rempli dès que vous aurez des données, tout va bien. Jusque là, so far so good. Par contre, on arrive à avoir des pages vides parce que l'utilisateur n'a pas effectué toute la configuration du produit, ne l'exploite pas dans son entièreté. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, je vous montrais tout à l'heure à plat les différentes modales. On a analysé aussi côté contenu toutes les situations, les cas d'utilisation possibles, dans quelle situation on peut se retrouver sur cette page vide. Donc quand on s'aperçoit que la page est vide parce qu'il manque une configuration de la part de l'utilisateur, l'idée va être de lui mettre un petit texte pour lui dire « oui, c'est vide pour l'instant parce que tu n'as pas encore configuré telle et telle chose ». Et derrière, côté design, on se complète en mettant un bouton de call to action. Configure et remplis ta page. L'avantage d'avoir toutes ces informations, me direz-vous, dans une page vide, eh bien, ça va derrière faire gagner en efficacité l'utilisateur. Il va éviter de briser son flot de travail en allant chercher le consultant qui lui a vendu le produit. Ouais, ça marche pas, votre page elle est vide. Ou alors en allant rechercher, j'espère, de temps en temps, dans l'aide en ligne, pourquoi ça marche pas. Ou, encore pire, interrompre son collègue d'à côté dans son travail, dans son flux de travail, dans sa tâche quotidienne, dire hey, explique-moi pourquoi c'est vide. Non, on ne veut pas interrompre l'utilisateur, donc on lui met l'info dont il a besoin, quand il en a besoin, où il en a besoin. Dans le content system, on va donc retrouver ces règles rédactionnelles donc par composant, grammaire, typographie pour éviter de savoir s'il y a besoin de points d'interrogation ou pas dans les titres, le glossaire, quand on a vraiment un gros concept nouveau à documenter, l'avoir dès le début, dès la création du produit, ça permet d'aligner effectivement toutes les équipes. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, au moins on parle d'une seule et même voix en interne et donc le concept est ancré dès le départ dans l'esprit de tous les collaborateurs. Et on a enfin des principes du UX-Writing. Donc l'UX Writing, ça va être typique ces petites astuces. Qu'est-ce qu'on dit à l'utilisateur sur cette page vide ? L'UX Writing, c'est pratique aussi parce que ça va nous déplacer un problème qu'on peut avoir de temps en temps. C'est-à-dire que si on ne met pas ce help text, cette bonne pratique finalement du UX Writing de donner un peu plus d'informations et de contexte à l'utilisateur, on a souvent tendance à stacker tout dans un bouton. Le fameux call to action, on va le remplir, il va être super énorme. Ou alors on va vouloir en mettre un maximum. Donc ça marche bien en anglais ça, mais quand vous traduisez dans 24 langues, il faut savoir qu'il y a des langues qui ont un coefficient de foisonnement assez important. Le coefficient de foisonnement, c'est la longueur du texte dans la langue cible. Et du coup, par exemple, ça vous évite d'avoir votre design tout pété parce que le traducteur allemand est passé par là et que ça tient plus dans la case. Donc, je vous parle aussi un peu de traduction parce que l'idée, c'est d'aller plus loin pour nous aussi. Donc, c'est encore une réflexion en cours. Enfin, c'est plus qu'une réflexion parce qu'on a déjà des bonnes maquettes et qu'on est en train de l'implémenter. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats sur ce point-là, mais pour aller plus loin, on voulait donc mettre toutes les chaînes de microcopies, la librairie du content system à disposition de nos collaborateurs. C'est-à-dire, on a regardé un peu partout sur le marché, on n'a pas trouvé d'outils qui répondaient à notre besoin. Donc, on va créer notre propre CMS, c'est-à-dire un espèce de, enfin, pas un espèce de, non, tout à fait, un répertoire central avec toutes les chaînes de la microcopie en anglais. Donc la microcopie, elle est importante pour les développements, par exemple, parce qu'on va avoir, le développeur va avoir besoin de la clé pour appeler le texte. Mais en fait, c'est tout ce dont il a besoin. Après, on met le texte qu'on veut, il s'en fiche, du moment qu'il a sa clé, c'est bon. Donc l'idée, c'est d'avoir dans ce répertoire la clé de la microcopie, la valeur en anglais, et pour aller plus loin, ce à quoi on travaille actuellement, les traductions qui y sont associées. Comme ça, on va permettre au product manager, au content designer d'être encore plus autonome sur des fonctionnalités qui n'auraient pas besoin de discovery,
sur des fonctionnalités un peu plus tricky qu'ils vont vouloir tester, peut-être avec des clients pas forcément anglophones, donc on va pouvoir récupérer le contenu facilement. Et donc ce répertoire, on le met à disposition vraiment de tous les collaborateurs, que ce soit tech et produit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des outils. Ça marche bien, donc je vous disais, depuis le début de l'année, on a livré plus de 170 fonctionnalités. Mais bon, c'est quand même un gros travail. Effectivement, c'est un gros investissement qu'on a mis en place depuis 1 an. C'était pas simple, ça nous a demandé du temps, de l'itération, etc. Mais c'est vraiment l'investissement qui va nous permettre en fait de soutenir la croissance du produit et de les exposer aux futurs challenges. Il y a eu un accompagnement du changement auprès de toutes les équipes avec beaucoup de communication, du coaching. On a aussi systématisé le process, on l'a documenté à différents endroits pour qu'on ait une référence commune. Et évidemment, c'est une démarche qui est complètement itérative. Donc régulièrement, on récupère les retours des équipes, on fait des rétrospectives, on se repose la question de est-ce que ça fonctionne, et on n'a surtout pas peur de se dire finalement peut-être que cette petite idée elle fonctionne pas, on la remet à plat et puis on repart sur quelque chose de nouveau. Voilà pour nous. J'espère que ça vous aura donné des billes pour potentiellement faire la même chose de votre côté ou vous aider avec vos problématiques propres.